D'accord? Alors pour le confirmer ce diagnostic, il faut faire un examen clinique que vous faites vous. Donc il faut palper, surtout ici, les points de projection des sinus. Et vous remarquez que le malade a très mal quand vous palpez ici. D'accord? À l'émergence du nerf sous-orbitaire ici. Okay? Vous appuyez là. Là vous avez le pédicule infraorbitaire qui passe à 5 mm sous le plancher de l'orbite. Vous appuyez là, le malade hurle de douleur. D'accord? Ensuite, pour on va dire, poser un diagnostic de certitude, signé, légalisé, vous êtes obligé d'en passer par là. Alors autrefois on faisait ça, spéculum nasal, donc soit spéculum de Killian, soit spéculum nasal, valve nasale. Maintenant c'est ça, c'est l'endoscopie nasale. Pour ceux qui sont restés hier, j'avais réussi à retrouver la vidéo, donc elle était passée à la fin. On voyait le cavum, on voyait les cornets. Donc en fait ce que vous voyez, c'est ça. Au niveau, ça c'est le cornet moyen. Et quand vous voyez ici, sous le cornet moyen, ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez apparaître une traînée purulente qui vient du méa moyen. D'accord? C'est-à-dire c'est du pus qui sort du sinus maxillaire et qui est drainé vers le méa moyen. Des fois, vous avez d'authentiques sinusites aiguës, maxillaires, sans voir cette traînée purulente. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi à votre avis? Hein? Qui c'est qui a dit ça? Exactement. Si vous avez un méa qui est bouché, qui est complètement obstrué, le pus reste à l'intérieur. D'accord? Et n'est pas évacué à travers le méa. C'est ce qu'on appelle une sinusite dite bloquée. D'accord? C'est-à-dire vous avez l'infection qui est intrasinusienne, vous avez le pus dans le sinus, mais vous n'avez pas d'évacuation de ce pus à travers le méa moyen. Parce que le méa est bouché, complètement obturé. D'accord? Alors, voilà, vous pouvez voir le pus dans le cavum avec un miroir ou avec l'endoscope nasal, vous voyez du pus, et vous voyez aussi des sécrétions purulentes sur la paroi postérieure de l'oropharynx, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ici. Là, contre la paroi postérieure, vous voyez une traînée purulente du pus qui arrive d'en haut, ici. D'accord? Très important lorsque vous faites l'examen de la cavité buccale de voir l'état dentaire. Et surtout l'état des dents supérieures. D'accord? Les deux molaires et la deuxième prémolaire. Pour voir des fois quand elles sont cariées, quand elles sont, elles peuvent vous montrer des micro-abcès ou du pus qui vient de la dent. C'est très probablement donc que l'infection est d'origine dentaire et non pas d'origine rhinogène. Alors il faut compléter toujours l'examen. Quand vous faites un examen clinique, il faut faire un examen clinique complet. Vous avez fait l'examen des fosses nasales. Ce qui suit le nez, c'est toujours l'oreille. La fameuse relation qui est entre les deux organes, c'est cette fameuse trompe d'Eustache. Donc quand elle est obsturée, parce qu'il y a des sécrétions purulentes, l'orifice pharyngien de la trompe d'Eustache peut être obturé et ça peut donner une authentique otite séromuqueuse. D'accord? Cette otite séromuqueuse, elle découle de la compression de l'orifice pharyngien de la trompe d'Eustache d'origine infectieuse et non pas comme hier, d'une origine tumorale. D'accord? Donc, si jamais vous suspectez des formes compliquées, c'est-à-dire dans le cadre d'une ethmoïdite, vous le voyez, c'est une tuméfaction de l'angle interne de l'œil, il faut compléter par un examen ophtalmologique complet qui va voir l'acuité visuelle, le fond d'œil, etc. pour voir s'il n'y a pas de conséquences de l'infection sinusienne sur l'œil. Enfin, on complète comme d'habitude par un examen général, d'accord? Examen général, donc neurologique notamment, avec les paires crâniennes et l'examen neurologique complet, pour voir s'il n'y a pas de signe de focalisation dans les formes compliquées, d'accord? Parce que ça peut se transformer en abcès, en empième, en méningite, en tout ce que vous voulez, donc un examen neurologique complet, et puis un examen général somatique, donc abdominal, cardiovasculaire, etc. Comme d'habitude. Alors, il faut savoir que dans le cadre d'une sinusite maxillaire aiguë de premier épisode, les examens complémentaires n'ont aucune indication. C'est-à-dire la radiologie n'intervient que dans les formes récidivantes et dans les formes compliquées. D'accord? D'autre part, cette incidence de blanc d'eau qui montre donc ces fameux sinus, donc l'opacité du sinus maxillaire, d'accord, que vous voyez ici, c'est quelque chose qui ne se fait plus. Je vous l'ai mis parce que il faut vous sensibiliser par rapport à ça. Demander une radio blanc d'eau devant une sinusite, ça ne sert à rien. D'accord? Vous verrez vos confrères, les médecins généralistes, les anciens, ils font tout ça. Dès qu'ils ont un patient chez qui ils suspectent une sinusite, blanc d'eau. En fait, ça ne sert à rien. Un, parce que le diagnostic, vous l'avez déjà à l'examen clinique, donc vous n'avez pas besoin de faire un radio blanc d'eau. Deux, la radio blanc d'eau, ça irradie pour rien, parce que ça ne vous montre pas grand-chose. Ça vous montre que les sinus maxillaires et un peu des sinus frontaux. Donc c'est pas utile pour les formes compliquées, ça ne vous montre pas l'ethmoïde et le sphénoïde, et ça ne sert à rien pour le diagnostic positif d'une sinusite aiguë simple.
Ça vous va? C'est clair pour vous ça? C'est très important. Blanc d'eau, faut oublier. Soit vous avez une forme simple et vous faites le diagnostic sur la clinique, soit vous avez une forme compliquée et c'est le scanner qui va vous régler le problème. D'accord? Bien, voilà. Donc le scanner, comme je vous ai dit, c'est une TDM nasosinusienne en coupe axiale et coronale. C+, C- pour les formes compliquées et elle est réservée aux formes compliquées. Aux formes atypiques, si on a opéré, ou sur ce qu'on appelle les terrains débilités, c'est-à-dire les gens qui sont un diabétique, un HIV+, un cardiopathe qui est déséquilibré, tout ce que vous voulez. Donc les sujets fragiles, pour dépister les complications, on fait un scanner. D'accord? Donc pour les formes simples, un patient qui vient vous voir, qui a une sémiologie typique de la sinusite, vous n'avez pas besoin d'imagerie, d'accord? Ou de biologie ou de quoi que ce soit. Le diagnostic se fait sur la clinique et le traitement est mis en route sur des critères cliniques. C'est bon? Alors, les prélèvements bactériologiques au niveau du méa moyen, là aussi, c'est jamais en première intention. C'est juste les terrains particuliers compliqués. D'accord? Bien. Alors, les diagnostics différentiels. Les diagnostics différentiels, celui qui m'intéresse le plus, c'est les cellules d'origine dentaire. Cellules d'origine dentaire, c'est un abcès dentaire, d'accord? C'est assez caractéristique, c'est-à-dire que vous voyez une cellulite de la face, c'est vraiment une tuméfaction faciale que vous ne retrouvez pas dans la sinusite, d'accord? Et vous trouvez un foyer dentaire, en général, c'est une pulpite, d'accord? Ok? Des fois un granulome dentaire, et ça peut vous donner donc une cellulite d'origine dentaire, ok? La staphylococci maligne de la face, ça ressemble pas trop, c'est une grosse tuméfaction rouge, inflammatoire, peau d'orange de la face, avec un point de départ cutané, en général c'est un bouton, d'accord? C'est-à-dire un bouton d'acné, ok? Donc une pustule, une papule, je ne sais pas comment on appelle ça en dermatologie, que vous grattez, d'accord? Et ça vous donne une staphylococci maligne de la face. Ça donne une tuméfaction faciale, que vous ne retrouvez pas au niveau de la sinusite. Les algies vasculaires de la face, c'est des douleurs qui ressemblent à la sinusite, d'accord? Mais l'examen clinique en fait la différence tout de suite. D'accord? La sémiologie de la douleur n'est pas la même. C'est une bouffissure, ce sont des bouffées de chaleur, c'est une douleur à type de lancement, c'est une douleur qui est plus diffuse que localisée au niveau de zone de projection des sinus. D'accord? C'est une douleur qui volontiers chronique, récidivante. D'accord? Donc vous en faites la différence comme ça. La névralgie faciale du trijumeau ou névralgie de Trousseau, c'est une douleur à type de dysesthésie, c'est des décharges électriques. D'accord? Que vous avez en un seul point de la face. C'est pas bilatéral, c'est unilatéral. Et c'est des douleurs qui sont déclenchées par la pression de ce qu'on appelle une zone gâchette. Et cette zone gâchette, elle est au niveau, elle n'est pas au niveau jugal, elle est plus au niveau ici. D'accord? Au niveau prétrachien. Donc vous appuyez sur une des branches du trijumeau, en général le 5-2, et vous déclenchez cette douleur, cette névralgie faciale essentielle. C'est une névralgie, comme son nom l'indique, essentielle, qui n'a pas de cause connue, qui est un dysfonctionnement, tout simplement, des branches sensitives du trijumeau, essentiellement le 5-2 ou le 5-3, et qui donne des douleurs atroces, à type de décharge électrique. C'est peut-être les douleurs les plus violentes qui existent, hein, qui peuvent mener les gens jusqu'au suicide. Mais ça ne ressemble pas à la sinusite parce que c'est vraiment des décharges insomniantes, ok? Donc c'est pas la même sémiologie. La rhinite purulente, c'est pas vraiment un diagnostic différentiel. Ça peut être le début, d'accord, d'une rhinosinusite. Mais quelqu'un qui a une rhinite au départ, d'accord, peut évacuer ou guérir de sa rhinite sans qu'elle devienne une rhinosinusite. D'accord? C'est une infection localisée au niveau des fosses nasales sans qu'il y ait infection des cavités nasosinusiennes. Donc un bon lavage du nez et ça passe. Mais ça peut être, on va dire, les prémices d'une rhinosinusite, hein, la rhinite aiguë, purulente. Bien, donc je passe aux formes cliniques. Après avoir évoqué les formes, la forme la plus commune, la forme la plus typique, vous en avoir fait la description, je passe aux formes cliniques, c'est-à-dire aux infections des autres cavités nasosinusiennes, des autres cavités paranasales. Alors la sinusite frontale, elle est bien sûr pourvoyeuse de complications, et c'est la plus pourvoyeuse de complications, je dirais, avec la sinusite sphénoïdale.
par la situation du sinus. Alors on retrouve beaucoup de staphylocoques au niveau de la sinusite frontale. On n'a pas d'explication par rapport à ça, mais c'est le germe le plus souvent incriminé. D'accord ? La différence avec la sinusite maxillaire, c'est une douleur qui est dite susorbitaire au niveau des points de projection du sinus frontal, contrairement à la sinusite maxillaire qui est une douleur jugale. D'accord ? Elle est déclenchée par la pression de la paroi antérieure du sinus frontal, comme serait déclenchée la douleur de la pression de la paroi antérieure du sinus maxillaire, et elle donne des signes de photophobie et de larmoiement. Parfois, quand elle se complique, elle peut donner un œdème palpébral et une tuméfaction susorbitaire. La tuméfaction susorbitaire, c'est déjà ce qu'on appelle l'effraction de la paroi antérieure du sinus frontal, ce qu'on appelle la tumeur soufflante de Pott. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Et l'œdème palpébral, on est déjà aux complications ophtalmologiques. D'accord ? Il ne faut pas en arriver là. Pour l'endoscopie, c'est équivalent. Vous avez du pus ou juste une inflammation du méa moyen. Et là, pour le coup, quand vous suspectez une sinusite frontale, vous êtes en droit de demander un scanner nasosinusien. D'accord ? C'est-à-dire sur une présomption clinique d'une sinusite frontale. Sinusite frontale, c'est-à-dire douleur susorbitaire, d'accord ? Douleur à la pression au niveau des points de projection, puis au niveau du méa moyen, ça c'est sinusite frontale, vous avez le droit de demander un scanner pour voir s'il n'y a pas de complications. Pour la sinusite sphénoïdale aiguë, c'est des céphalées qui sont rétro-orbitaires, donc ce sont des céphalées profondes, d'accord ? Ou occipitales à prédominance nocturne, et qui peut se compliquer de paralysie oculomotrice. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la paroi latérale du sinus maxillaire, du sinus sphénoïdal, comprend ce qu'on appelle la loge du sinus caverneux, dans laquelle loge passent les nerfs 3, 4, 6, c'était les nerfs oculomoteurs, et aussi la carotide interne, d'ailleurs entre parenthèses. Donc le scanner est de mise là encore. Et le scanner est de mise et va montrer ce comblement, d'accord, cette opacité, c'est gris, c'est pas aéré, c'est pas noir, de ces sinus sphénoïdaux. D'accord ? Donc vous voyez le sinus sphénoïdal gauche ici et le sinus sphénoïdal droit qui sont comblés. C'est une sphénoïdite. Ok ? Donc là encore, TDM, si suspicion de sinusite sphénoïdale. La quatrième forme clinique de ces infections nasosinusiennes, c'est ce qu'on appelle l'ethmoïdite aiguë. Alors l'ethmoïdite c'est quoi ? C'est une infection de l'ethmoïde. L'ethmoïde c'est quoi ? C'est l'ensemble de cellules qui sont enchevêtrées comme un rayon de miel, comme une ruche, dans la masse latérale de l'ethmoïde. Alors l'ethmoïdite, elle est très fréquente chez l'enfant. Pourquoi ? Parce que chez l'enfant, l'ethmoïde est en pleine maturation. L'ethmoïde est en constitution. Et l'ethmoïde est, on va dire, par son extension, le créateur des autres cavités sinusiennes de la face. C'est la pièce maîtresse des autres cavités sinusiennes de la face. C'est à partir de l'ethmoïde qu'apparaissent les autres sinus dans le développement embryologique. D'accord ? Donc chez l'enfant, l'immaturité de l'ethmoïde qui est encore en pleine croissance, en pleine constitution, fait que cette infection est plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte. D'accord ? C'est pour ça que c'est une pathologie qui est propre à l'enfant. Il faut savoir que cette ethmoïde n'est jamais une infection isolée. On n'a jamais d'ethmoïdite comme ça. C'est toujours une pansinusite, c'est-à-dire une sinusite maxillaire, d'accord, frontale, et l'ethmoïde est touchée avec les autres sinus de la face. On n'a pas, comme dans le cadre d'une sinusite maxillaire, une sinusite ethmoïdale isolée. Pourquoi ? C'est la situation d'ethmoïde qui fait ça. Si vous revoyez l'anatomie, l'ethmoïde, il est, si vous voulez, comme en sandwich, entre le sinus maxillaire qui est en dessous de lui, le sinus sphénoïdal qui est derrière lui, et le sinus frontal qui est en dessous de lui. D'accord ? Donc la diffusion de l'infection vers ce sinus, c'est un mécanisme de contiguïté à travers les autres sinus. Ok ? Donc on a rarement, ou quasiment jamais, de sinusite ethmoïdale isolée. Donc à l'endoscopie, c'est du pus au niveau moyen-moyen avec ça. D'accord ? Avec ça, ça veut dire quoi ? Pourquoi vous avez ça ? Tout simplement, l'ethmoïde, comme je vous disais tout à l'heure, est très proche de l'œil. Il n'y a que la lame papyracée qui les sépare. Comme son nom l'indique, lame papyracée, elle est très fragile. Il y a un réseau veineux qui traverse cette lame papyracée par des pertuis, qui fait communiquer donc le réseau veineux ophtalmologique avec le réseau veineux intrasinusien du sinus ethmoïdal. Donc toute infection du sinus ethmoïdal se transforme toujours en une infection oculaire. Cette infection oculaire peut être de bas grade
c'est-à-dire c'est une simple cellulite préseptale, c'est-à-dire avant le septum orbitaire, comme elle peut être jusqu'à l'abcès orbitaire, la cellulite orbitaire ou même la thrombose du sinus caverneux. Donc rappelez-vous que l'ethmoïdite est pourvoyeuse de complications ophtalmologiques très fréquentes. On dit toujours, c'est une phrase célèbre que disait un de mes maîtres, quand le danger, quand le mal est au sinus ethmoïdal, quand le mal est à l'ethmoïde, le danger est à l'œil. Rappelez-vous de ça. Donc toujours, dès que vous avez une ethmoïdite, vous pouvez vous retrouver dans des complications ophtalmologiques très sévères qui peuvent aller jusqu'à l'abcès orbitaire. D'accord ? Voilà. Donc ça, je vous ai passé en revue les formes cliniques. Les formes cliniques, on va dire, topographiques, okay, des différents sinus. Maintenant, on arrive aux formes étiologiques. D'accord ? Les formes étiologiques particulières. Donc la forme étiologique de base, c'est l'étiologie nasale, c'est-à-dire c'est une rhinite qui se transforme en rhinosinusite, d'accord ? Mais vous avez d'autres étiologies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, donc, c'est la sinusite d'origine dentaire, elle concerne que le sinus maxillaire, c'est une question d'anatomie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Son plancher est en rapport directement avec les deux molaires et la deuxième prémolaire, donc deuxième prémolaire ou molaire supérieure, évidemment. La clinique, c'est une rhinorrhée qui a une particularité. Elle est fétide. Elle est fétide avec des douleurs dentaires. Donc vous avez mal à la dent et vous avez une rhinorrhée fétide avec une cacosmie. Le malade lui-même sent que ça sent très mauvais. D'accord ? C'est assez typique des anaérobies. D'accord ? Parce que les germes qui prolifèrent dans ces sinusites d'origine dentaire, c'est tout le temps, la plupart du temps, très souvent les anaérobies. D'accord ? Donc ça, c'est une forme particulière. Il y a ce qu'on appelle la sinusite aiguë sur hémosinus, c'est après un traumatisme ou après une chirurgie, notamment ce qu'on appelle la méatotomie moyenne, c'est-à-dire qu'on veut travailler sur le méa, ou lorsque vous avez un corps étranger, un hématome se développe sur le corps étranger. Donc vous avez du sang dans le sinus, et donc vous avez une sinusite qui se développe sur cet hématome. C'est important, lorsque vous avez un traumatisme crânio-facial, d'accord, et que vous faites le bilan radiologique de ces traumatismes crânio-faciaux et que vous trouvez du sang dans le sinus, d'accord, de mettre une antibioprophylaxie. Ça évitera la surinfection de cet hématome. Très souvent, l'antibiotique qui est recommandé, c'est l'amoxicilline protégée. D'accord ? Donc première forme, sinusite d'origine dentaire. Deuxième forme, sinusite sur hémosinus. Alors vous avez ensuite la sinusite sur sonde d'intubation. Les malades qui sont sondés, intubés par voie nasale, des fois, parce que c'est une intubation qui se fait un peu à l'aveugle, c'est-à-dire on met la sonde, d'accord, et on la récupère par voie buccale avec ce qu'on appelle une pince de magie, d'accord. Donc des fois vous poussez et vous vous pétez un peu les cornets, vous faites quelques dégâts, d'accord, et vous induisez d'authentiques sinusites sur ces sondes. D'accord ? Donc toute chirurgie de la cavité buccale en général est sondée par sonde nasale, mais c'est un geste à manipuler avec précaution parce que vous pouvez créer d'authentiques sinusites iatrogènes. D'accord ? Donc c'est une infection plurimicrobienne, c'est les patients en réanimation et intérêt de la prévention. Enfin vous avez les sinusites sur tumeur, c'est des obstructions des orifices de drainage par la tumeur. Vous avez une tumeur, par exemple du cavum, qui s'étend à la fosse nasale, d'accord, qui va boucher le méa moyen, ok, empêcher le drainage de ce sinus et une infection s'ensuit. D'accord ? Donc le diagnostic se fait à l'imagerie, la levée de l'obstacle évidemment si vous faites une exérèse de la tumeur, ça fait reprendre le drainage. Ok ? Donc ça c'est une question d'examen qui ressort très souvent, vous avez dû l'avoir passé l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais pas. Donc c'est les formes, d'accord, les formes étiologiques des sinusites. Ok ? Donc il faut me répondre d'origine dentaire, sur hémosinus, sur sonde et sur tumeur. Ok ? C'est clair pour tout le monde ? C'est clair ? Très bien. Alors les petites particularités de l'enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut partir d'une rhinopharyngite virale, d'accord, et se retrouver avec une ethmoïdite aiguë. Et n'en faire le diagnostic au stade de complication. Pourquoi ? Parce que l'ethmoïde, par sa fragilité chez l'enfant, est infecté assez rapidement. L'ethmoïde étant proche de l'œil, il peut infecter l'œil rapidement. D'accord ? Donc, rappelez-vous que chez l'enfant, une rhinopharyngite peut être pourvoyeuse de complications de sinusite. D'accord ?
induire une sinusite et créer des complications. Donc il faut la prendre au sérieux. Même une rhinopharyngite virale au départ doit être traitée par antipyrétique, antalgique, Brufen, INS, etc. Surveillée, d'accord? Et le traitement ne doit se faire le patient ne doit pas être, on va dire, lâché dans la nature que si vous l'avez contrôlé et qu'au bout de 48-72 heures, l'infection régresse. Si elle ne régresse pas, ça peut se compliquer.